Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023 et donc nous allons faire un résumé du contexte de marché avec des indices en hausse, hein, notamment en Europe. On peut le voir, le CAC 40 qui s'est hissé au-dessus du seuil des 7500 points portés par les valeurs du luxe, des valeurs du luxe qui surperforment suite aux résultats notamment de LVMH, LVMH qui renforce le sentiment du secteur du luxe permettant au CAC 40 de surperformer en Europe. Mais ce qui a marqué la saison d'hier, c'est principalement le repli du biais vert, le dollar américain qui s'est replié en réponse aux données d'inflation PPI supérieures aux attentes aux États-Unis. Et donc un dollar américain qui allait chercher un support bien connu et il est allé marquer un nouveau plus bas, un niveau qui n'avait pas été revisité depuis avril 2022. Cela a permis à la paire de devises euro-dollar de dépasser le niveau des indices 50, établissant de nouveaux sommets pour cette année 2023. Donc un euro-dollar hein, qui ouvre la voie vers un objectif que nous nous étions fixés lors des précédents Good Morning Market. On va en parler à la fin de cette vidéo lorsqu'on va passer sur le marché d'échange. Alors concrètement, la séance boursière en Europe s'est terminée sur une note positive, hein, on l'a dit, le CAC 40 au-dessus des 7500 qui gagne 1,13%, le FTSE grappille 0,24% et le DAX termine en hausse de seulement 0,16%. Wall Street a connu une meilleure séance de son côté avec le Nasdaq en tête des hausses, un Nasdaq qui gagne 1,79%, qui sort de son nuage en données H4, le S&P 500, lui, a gagné 0,97%. Alors, cela s'est fait en dépit, hein, du fait que les entreprises du secteur financier et des banques, se portent, relativement mal, hein, par rapport à l'indice de référence américain et cela est dû au début de la saison des résultats. En effet, les grandes banques américaines vont ouvrir le bal de la saison des résultats en publiant, aujourd'hui avant l'ouverture du marché, américain. Donc ce qu'il faudra noter également, c'est sur le marché, sur le volet des matières premières, hein, on a un palladium qui a évolué, et qui a, progressé dans le sillage des métaux précieux qui se sont renforcés considérablement grâce à la faiblesse du dollar. Alors le palladium a gagné 4 comme le platine, l'or lui s'est renforcé d'1,4, l'argent a gagné près de 2. Sur le front de l'énergie, le pétrole WTI se stabilise, hein, il ne parvient pas à se hisser au-dessus de la résistance des 83 $. On sauvegarde tout de même le support majeur des 82 $ le baril. Tant que ce niveau n'est pas cassé, hein, les perspectives restent nettement haussières. Je vous rappelle qu'on est sorti d'une formation en triangle symétrique sur le pétrole WTI. Les 82 $ représentent également un retracement de Fibonacci. On va en parler un peu plus tard. Sur le volet des crypto-monnaies qui surperforment, notamment l'Ether. L'Ether donc qui se hisse au-dessus des 2000 $ déjà à 2117 $. Le Bitcoin lui se rapproche des 31 000 $ et pour cause, la nouvelle mise à jour de la blockchain Ethereum a été menée sans encombre, sans problème, hein. Je vous rappelle que cette mise à jour permettait à ceux qui avaient stacké des Ethereum de les retirer, car ces Ethereum étaient verrouillés jusqu'à cette nouvelle mise à jour. Et ce qui était craint, c'était de voir des retraits en masse sur la blockchain Ethereum. Il n'en est rien, hein. Donc les stackers n'ont pas retiré, ce qui témoigne de leur confiance vis-à-vis de la blockchain Ethereum et donc ce qui aboutit aux hausses que l'on peut constater aujourd'hui. Donc concrètement, pour la séance du jour, alors en France, on a déjà pris connaissance hein, des données que l'on attendait, hein, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars, en annuel, les prévisions tablaient pour 5,6%, on est ressorti à 5,7%, la valeur précédente tout de même était de 6,3%. C'était la donnée française du jour, mais ce qui va dominer le calendrier économique n'est pas inscrit ici, hein, ce sont les résultats d'entreprise, hein, vous retrouverez ici les résultats attendus. Donc, nous avons Citigroup, BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo, tout cela avant l'ouverture du marché américain. Et sinon, il y aura des données plus ou moins importantes, notamment les ventes au détail aux États-Unis. On prendra connaissance également de l'indice de la production industrielle et de l'indice de l'université du Michigan. Donc voilà pour le calendrier économique. Donc après les prix à la consommation plutôt en demi-teinte, les prix à la production suggèrent aussi un ralentissement de l'inflation. Donc, ça permet aux investisseurs de s'imaginer un resserrement de la, un
un pivot, une fin rapide du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc les marchés parient désormais pour une dernière hausse de 25 points de base pour le mois de mai, ce qui porterait au total les hausses à 475 points de base depuis le mois de mars 2022, et ce qui nous a permis d'aboutir à des taux de fonds fédéraux dans la fourchette des 4,75% à 5%. Désormais, les opérateurs attendent avec impatience les résultats d'entreprise des grandes banques. C'est donc le prochain rendez-vous après tous les rendez-vous macro que l'on a eus dernièrement. Ceci étant dit, nous allons passer sur la revue détaillée, revue technique des indices boursiers. On commence comme d'habitude par l'Europe avec le DAX qui se rapproche d'une projection de soda aux alentours du seuil psychologique des 16 000 points. Je vous rappelle que cette projection est le résultat de cette vague haussière, une vague haussière qui débute elle-même sur une projection issue d'une vague haussière qui nous a permis de décoller des creux. Donc ce sont deux projections successives qui nous mènent à 16 000 points, au seuil psychologique des 16 000 points. Donc une fois que ce niveau sera atteint, on attendra de voir ce que le marché nous dessine. Peut-être qu'on aura une figure de retournement. Je vous rappelle qu'on pensait avoir une figure de retournement pas plus tard qu'avant-hier. Figure de retournement visible en H4, un double sommet. Souvenez-vous, on en parlait, ici, premier sommet, second sommet, il n'en est rien, il n'y a pas de double sommet. Cela avait du sens, étant donné que ce qui nous a mené à ces niveaux-là, c'est justement un double creux que voici, avec cassure de ligne de coup aux alentours des 15 314 points, ce qui nous a permis d'aller chercher l'objectif théorique que voici, 15 934, qui correspond également à la projection de Soda visible en données H4 à la sortie, à la formation du second creux. Donc tout cela avait un sens, mais pas de double creux finalement. On continue de progresser, donc on va chercher gentiment la projection de Soda H4, la projection de Soda D1 également, qui a été décomposée. Vous le remarquerez ici, on a décomposé le mouvement de projection. À Wall Street à présent, on est toujours loin de la résistance concernant le Nasdaq, malgré un rebond vigoureux sur le seuil psychologique des 13 000 points. Il faut aller chercher les 13 385 ici pour ouvrir la voie aux 14 200 points, avec sur le chemin le seuil psychologique des 14 000 points qui se dressera face au prix du Nasdaq. Donc ce niveau des 14 200 points correspond à la projection de Soda V issue de cette vague haussière en A, B et C. Je vous rappelle qu'elle est toujours largement d'actualité tant qu'on est au-dessus des 13 000 points, parce que 13 000 points, ça correspond à notre point B. Et vous voyez, ça a été justement le point d'impulsion, ça a été le support qui a maintenu les cours. Donc cette projection est restée d'actualité tout le long, depuis que le signal a été fourni, donc depuis la cassure des 13 000 points, depuis très justement ici. Donc maintenant, le plus sage serait peut-être d'attendre une cassure de ce niveau-là avant d'envisager d'aller plus haut sur le Nasdaq. Ici en données H4, on voit qu'on a évité une sortie par le bas de nuage. Inversement, on en sort par le haut avec une lagging span qui se dégage. Ici, quand on était sorti par le bas de nuage, la lagging span était à ce niveau-là, donc elle avait encore un obstacle. Là, on en sort par le haut, mais cette fois-ci, la lagging span n'a plus d'obstacle, ce qui est beaucoup plus favorable. Ça plaide en faveur du signal qui a été fourni par Ishimoku. S&P 500 données journalières, on a franchi une résistance. La résistance était le retracement de Fibonacci 50%, 4153 points. Alors, on fait quoi à présent? On a un objectif, 4220. Encore une fois, c'est la projection d'Osoda V. Beaucoup de projections d'Osoda ici, ça fonctionne plutôt bien. Je vous rappelle que lors du repli, la projection d'Osoda nous donnait précisément le point de rebond qui correspondait à un retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc les éléments viennent se concorder ici. Bon, on a une projection de Soda qui ne correspond pas à un retracement de Fibonacci, mais cela ne réduit pas son efficacité. Et ce sera le dernier rempart avant un retracement, le plus important, celui des 61,8%, qui représente un seuil psychologique, celui des 4300 points, un niveau qui n'a pas été revisité depuis assez longtemps, depuis le mois d'août 2022. C'était le sommet du mois d'août 2022. S&P 500 H4, pas grand-chose, rebond sur le nuage, on est très bien orienté. On a l'impression ici qu'on pourrait avoir un double sommet. On le voit ici aussi en journalier, on le voit peut-être un peu mieux. On voit un double sommet un peu plus restreint en H4. Donc je me méfie des doubles sommets récemment. Donc c'est le DAX qui nous l'a montré.
Mais bon, à signaler tout de même, si on parvient pas à aller plus haut, si on parvient pas à aller à la projection d'Osoda, ici on a un énorme double sommet. Après, reste à voir, est-ce que l'amplitude du mouvement précédent, bon, d'un point de vue théorique, je ne sais pas si on peut estimer que cela pourrait être un double sommet. On en parlera un peu plus tard si ça venait à se réaliser, hein, vous voyez ici. Mais bon, pour le moment, j'ai l'impression qu'on va aller chercher l'objectif pour le S&P 500. Donc, nous n'allons pas perdre notre temps avec ce scénario technique. Pour l'heure, hein, on n'a même pas double sommet ici, hein. On arrive à aller plus haut. Donc, les perspectives sont aussi, hein, d'un point de vue général. Je ne vois pas d'argument en faveur d'une éventuelle baisse, même pour le Dow Jones, avec une cassure des 34 000 points ici. Donc, il n'y a plus d'obstacles avant les 34 500 points. C'est la prochaine résistance, c'est l'objectif, c'est un sommet qui n'a pas été revisité depuis le 14 février 2023. Dow Jones en données H4, pas de nouveauté ici, pas d'informations supplémentaires. On a plus de choses à dire sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin en données journalières, le Bitcoin qui démarre et qui va aller chercher les 31 000 dollars. Bon, alors pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui n'ont pas suivi notre scénario technique précédent sur le Bitcoin, je vous rappelle qu'on a tout de même une Golden Cross, un croisement de la moyenne mobile 200 avec la moyenne mobile 50. C'est un signal de long terme que tous les traders ont devant les yeux et donc qui donne un biais positif plutôt général. En plus de ça, hein, on avait eu certaines conditions Ishimoku qui avaient été respectées. On a vu la force de la moyenne mobile 200 avec un gap de rupture ici, un test pour clôturer le gap. Un nouveau test de cette moyenne mobile de sens qui nous a permis de finaliser une vague haussière en ABCD. Un signal nous a été donné avec la cassure des 25 000 qui correspondait au point de signal, au sommet marqué par le point B. Et donc, cela nous a donné un objectif à 38 000, à 33 800, pardon, 33 865 dollars. Et un objectif donc qui va très certainement être atteint, surtout depuis que l'on a franchi les 30 000 dollars. Donc voilà pour le récap concernant le Bitcoin. Bitcoin en donné H4, pas grand chose. Le nuage avait permis une certaine période de range. On redémarre à la hausse. Et sur l'Ethereum, c'est encore plus impressionnant. En données hebdo, on le voit ici, belle hausse hebdomadaire. Attention, parce qu'en hebdo, on le voit également, hein. Je vous rappelle que les paliers de Kijun sont des niveaux de résistance. On a un gros palier ici, aux alentours des 2240 environ. En données journalières, très intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé. Et encore une fois, le travail de Soda est confirmé ici. Osoda, qui est l'inventeur du système Ishimoku, hein, qui n'a pas seulement fourni l'indicateur Ishimoku avec le nuage Kijun, Tenkan et la Greenspan, il a également fourni une théorie avec les projections d'Osoda, la théorie du temps et j'en passe. Et ici, on avait donc détecté un borderline, ce pattern de double creux façon Osoda qui nous fournit trois objectifs. Hein, je vous rappelle que les conditions d'Osoda nécessitent également, hein, d'intégrer le nuage à la Kijun et toutes les conditions avaient été respectées. Hein. On était même sorti du nuage avec un gap. Lorsqu'on franchit le nuage et qu'il y a un gap de rupture, ça vient renforcer ce signal-là. Hein. Ça a bien été décrit par Osoda. C'est une configuration qu'on voit très souvent. Sortie de nuage, gap. Le nuage est en plus de ça renforcé par une moyenne mobile à 200 périodes. Comme le Bitcoin, on est allé la chercher, cette moyenne mobile, mais on n'est pas passé en dessous et on est reparti à la hausse. Ça nous a permis de combler le gap ici. Mais à la différence du Bitcoin qui ne nous affichait pas, lui, un double creux façon Soda. Ici, on a une projection simple, une projection E, mais c'est un E, il n'y a pas de 3E parce qu'il n'y a pas de double creux façon Soda. Alors que sur l'Ethereum, nous avons ce double creux façon Soda et nous avions nos trois objectifs. L'Ethereum surperforme, l'Ether, pardon, surperforme, puisque l'Ether, c'est le nom de la crypto-monnaie, l'Ethereum, c'est le nom de la blockchain. Hein. Pareil pour Bitcoin, Bitcoin avec un B majuscule, c'est la blockchain, on parle de la blockchain. Bitcoin avec B majuscule, on parle de la crypto-monnaie native de cette blockchain. Donc ici, concernant l'Ether, on est sur le point d'aller chercher E3, l'objectif ultime, 2168. Cet objectif sera réalisé. Magnifique exemple des borderlines façon Soda, des doubles creux. Je pense que on avait déjà vu un exemple aussi intéressant, c'était sur le Nasdaq. Celui-là est encore plus beau à mon sens parce qu'on va vraiment directement de E2 à E3. Alors on n'est pas déjà E3, mais on y est presque. C'est assez impressionnant de voir
les 3 objectifs E, réalisés avec une telle vitesse. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec des métaux précieux en nette hausse. Le gold 2040 dollars l'once, un gold qui va très certainement aller chercher un niveau qui n'a pas été revisité depuis longtemps ici. Donc c'est le niveau des 2075 dollars depuis le 8 février 2022, depuis plus d'un an. Mais ce qui nous impressionne le plus, c'est le silver. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est cette figure, encore une fois, ce double creux façon soda. Euh, Pareil, j'ai l'impression qu'on va aller assez vite à E3. Vous remarquerez quand même la similitude ici concernant le comportement des cours entre Bitcoin et Silver. C'est ce qui m'a vraiment assez interpellé lorsque j'ai préparé ces Good Morning Market parce que les borderlines sont des figures qui ne sont pas beaucoup abordées. Ça a été abordé par Osoda dans son ouvrage sur Ishimoku en japonais qui n'a pas été traduit. Donc c'est très difficile de trouver des ressources sur les projections d'Osoda et surtout sur les borderlines. Vous n'en trouverez aucune, je pense. Et donc là, c'est assez intéressant de vérifier le travail d'Osoda. On voit la similitude avec Bitcoin. Souvenez-vous, avec Ethereum, pardon. Souvenez-vous, avec Ethereum, on a eu ce... donc certes, ici, on n'a pas eu le franchissement de nuage avec les gaps. C'est une différence notable, chose qu'on a eu avec Ethereum, ce qui a renforcé le signal. Mais on a quand même eu une hausse, on est allé chercher E1, et après on est reparti à la baisse. De la même manière que l'on a comblé un gap sur Ethereum, il n'y avait pas de gap à combler ici. Je note également qu'on est tout de même passé sous B, sous le point B, le point de signal. Donc, ceux qui nous sensibilisent sur le fait que ça n'invalide pas un signal, ça va simplement l'affaiblir. Alors que dans la théorie, il est dit que le signal n'est peut-être plus d'actualité. La théorie n'est pas très claire, c'est plus un état d'esprit, une philosophie qui est transmise dans le livre original qui décrit le système Ishimoku. Mais c'est intéressant de voir cela. Je reviens sur l'Ether très rapidement pour vous rappeler la similitude. Vous voyez, un retour après avoir atteint E1 et on repart pour aller chercher E2 puis E3 assez rapidement. Donc le silver nous fait une chose qui ressemble énormément et donc on peut s'attendre peut-être à aller chercher E3 aux alentours des 27 400. En tout cas, on découvre ensemble cette configuration parce que ce que j'avais en tête précédemment, c'est qu'effectivement, si on passe sous B, on annule le signal qui nous est donné précédemment. Et ici, je pense qu'il y a une nuance tout de même. Je pense qu'il faut s'appuyer sur du technique classique. Et le technique classique derrière qui nous permettait de dire qu'on n'invalide pas ce signal-là, c'est justement qu'on a rebondi sur l'oblique baissière qui reliait les récents sommets, cet oblique-là ici, qui reliait le sommet marqué le 9 mars 2022 avec celui du 13 avril 2022. Et donc ce sommet-là, qui était aussi un sommet du 14 novembre 2022, ces sommets-là, si on les relie, ça nous donnait cette oblique baissière. Et c'est ça le signal technique. C'est un signal technique classique, ça, cassure d'oblique baissière. On l'a vu sur l'euro-dollar, on va le voir très bientôt, très très vite. Mais ici, la confirmation, la validation du signal serait intervenue si on serait passé sous cette oblique, je pense. Donc, je pense qu'il faut nuancer avec du technique pour se prononcer sur la validité ou non d'un signal qui a été donné selon Osoda. Donc, voilà pour cette petite parenthèse pour qui, euh, ceux qui étudient Ishimoku depuis longtemps et qui sont intéressés par les développements, les constatations. Ici, on constate des faits, on s'éloigne de la théorie. Donc, petite parenthèse. On va reparler de cassure d'oblique baissière avec l'euro-dollar. Très rapidement, WTI, on l'a dit, entre 82 et 83. 82, c'est un retracement de Fibonacci, on l'a dit également. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Sinon, ce serait peut-être pour un pullback sur cette oblique baissière. Mais les perspectives restent haussières avec pour objectif les 85 $. Le retracement de Fibonacci le plus important, celui à 61,8%. Alors très rapidement l'euro-dollar, parce que tant que c'est frais, je voulais en parler. On a parlé d'oblique baissière, cassure d'oblique baissière. Voilà justement sur l'euro-dollar, c'était le cas. Et c'est un très gros signal technique. Ici, c'est une oblique baissière qui perdurait depuis très longtemps. La base de cette oblique baissière était en mai 2021. Et la cassure, c'était un signal redoutable. Alors, si on venait coupler à cela sur l'euro-dollar, Ishimoku, projection de Soda et toute la clique, alors là, effectivement, on a quelque chose d'encore plus précis. Vous voyez, on avait un signal dès la sortie du nuage par le haut, un signal qui s'est vu, qui a été validé à ce niveau-là, juste avant la cassure de l'oblique baissière. Donc, on peut dire qu'Ishimoku a validé le signal avant le signal technique. Ensuite, on a une belle projection de Soda avec une vague en ABCD.
et une progression hésitante, enfin fulgurante d'abord, puis hésitante, et on repart à la hausse pour aller chercher l'objectif ici, un 12 385. Donc voilà comment coupler l'analyse technique traditionnelle avec Ishimoku pour valider, invalider, nuancer les signaux. Et cette hausse de l'euro-dollar d'ailleurs est possible par le repli, est rendu possible grâce au repli de l'euro-dollar. On suspectait un double creux parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le repli pardon, du dollar. On suspectait ici un double creux parce que c'est quelque chose que l'on avait déjà vu sur le billet vert ici, souvenez-vous, un double creux qui nous avait mené vers des sommets. Mais finalement, c'est peut-être l'épaule tête-épaule qui est en train de l'emporter et on casse la ligne de coup. Il n'y a plus de double creux, c'est fini. On a eu la bonne intuition hier, hein. J'ai découvert cette figure, avant-hier, pardon, j'ai découvert cette figure en enregistrant, en tournant le Good Morning Market. Et voilà, donc cassure de la ligne de coup. Donc un gros support est en train d'être cassé. On est vraiment au bord du gouffre ici. Et cela permettrait justement à l'euro-dollar d'aller chercher le niveau que l'on a annoncé. Cela permet au GBP-USD, ce repli du dollar américain, permet au câble, au GBP-USD, de s'éloigner d'un scénario de triple sommet qu'on avait abordé. Donc décidément, les doubles sommets et triples sommets que l'on voyait un peu partout n'était qu'un mirage. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une bonne fin de semaine et un excellent week-end. On se retrouve lundi sans faute, semaine prochaine. Donc je serai là seulement en début de semaine. Donc on aura des Good Morning Market, je pense, lundi et mercredi. Mais on fera le nécessaire pour nous préparer à la semaine qui vient. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.